sur la base d'une affaire intégralement montée par le bloc occidental. L'affaire de drones russes ayant traversé la frontière de la Pologne, les voici maintenant en train d'organiser toute une campagne militaire avec une vaste opération de réponse. Je répète, sur la base d'une affaire qu'ils ont inventée eux-mêmes de toutes pièces. Vous voyez, avec cet exemple contemporain, avec cet exemple actuel, comment est-ce que ces gars construisent les guerres? Comment est-ce que ces gars justifient les guerres? Et comment est-ce que ces gars entraînent la mort et la destruction de millions de personnes et de dizaines de villes? Écoutez ce qui se passe. Il s'avère donc que les drones qui ont été envoyés en Pologne ne venaient pas de Russie. La Pologne a d'abord annoncé qu'elle avait eu 19 drones qui étaient entrés dans son espace aérien et elle a affirmé que c'était la Russie. Ils n'ont pas pris le temps d'enquêter. Ils n'ont pas voulu discuter avec qui que ce soit. En fait, l'ambassadeur de Russie en Pologne a été convoqué au ministère des Affaires étrangères et on lui a remis une note de protestation. Il leur a demandé « Où sont les preuves qu'on ait que les drones qui sont entrés dans l'espace aérien venaient de Russie ?» Ils ont répondu que tout ce qu'ils pouvaient dire, c'est que les drones venaient d'Ukraine. Et c'est tout. Ils n'ont pas voulu discuter d'autre chose. Suite à ces événements, plusieurs pays membres de l'OTAN ont choisi d'aider la Pologne. L'Allemagne a envoyé 2 avions de combat Eurofighter, les Pays-Bas ont déployé 300 militaires ainsi que des systèmes de défense anti-aérienne et anti-drone. La République tchèque a déployé 3 hélicoptères Mi-17 et la France a, elle, décidé d'envoyer 3 avions militaires Rafale. La sécurité du continent européen est notre priorité absolue. Nous ne céderons pas face aux intimidations croissantes de la Russie. Et sur la base de tous ces événements, en Pologne, on décide de renforcer sa capacité défensive, y compris grâce aux pays occidentaux et européens. Une information parvient d'abord disant que les Français et les Britanniques projettent de transférer en Pologne plusieurs avions Eurofighter et Rafale de fabrication française. Un peu plus tard, cette même information est confirmée aussi par le président français Macron, qui se montre d'accord et transfère effectivement sur le territoire de la Pologne au minimum 3 Rafales. Et ce n'est pas la seule mesure pour renforcer la défense de la Pologne. Aujourd'hui arrive aussi l'information que vers la frontière entre la Pologne et la République de Biélorussie sont transférés 40 000 soldats. Et tout cela, bien sûr, est lié non seulement, disons, au vol de drones russes, ou plutôt de fabrication russe, au-dessus du territoire polonais. C'est lié aussi au fait qu'aujourd'hui, le 12 septembre 2025, commencent les exercices de la République de Biélorussie et de la Fédération de Russie, OS 2025. La Pologne déploie 40 000 soldats à la frontière avec la Biélorussie. La Pologne a déployé 40 000 soldats, ainsi qu'au moins 100 chars de combat principaux à sa frontière avec la Biélorussie, a annoncé le vice-ministre de la Défense. Voici les images des véhicules comme ça qui sont en train de rouler pour aller s'installer le long de la frontière. La Pologne a également officiellement scellé la frontière avec la Biélorussie en déployant des barrages de ciment et des barbelés pour empêcher quiconque ou quoi que ce soit de traverser la frontière. Voici maintenant. Je répète encore que tout ça, c'est sur la base d'une affaire qu'ils ont inventée eux-mêmes. La Pologne a aussi déclaré une zone d'incursion aérienne de la frontière biélorusse vers la Pologne sur plusieurs kilomètres. Voici ça en question. Ok. Cette action intervient après que 17 drones s'est quitté de 20 à 19, de 19 à 17. 17 drones prétendument russes ont franchi la frontière polonaise il y a 2 nuits. La Russie souligne que de nombreux drones montrés dans ces reportages sont assemblés avec des rubans adhésifs et donc qu'aucun d'eux ne vient de la Russie. Voici un cas par exemple, c'est littéralement des rubans adhésifs. Ça fait donc allusion à la possibilité que l'Ukraine ou un de ses alliés ait fabriqué cette incursion de drones pour pouvoir l'utiliser comme excuse, comme prétexte pour intensifier le conflit entre la Russie et l'Ukraine, un conflit qui finit par impliquer l'ensemble de l'OTAN. Petit disclaimer, comme la précédente vidéo qui traitait le sujet, si à un moment donné vous sentez qu'il y a des cuts, des parties manquantes, étant donné que j'argumente par la suite, c'est simplement parce que ces médias, des fois, ça sort comme ça, refusent que j'analyse leurs extraits. En même temps, quand on est habitué à ne pas vouloir présenter la vérité, des personnes qui débunkent sont forcément problématiques. Donc, c'était juste pour prévenir au cas où. Parce que la dernière vidéo, c'est au moment de la mise en ligne qu'il y a eu ces problèmes. J'ai dû retirer les extraits. Résultat, certaines de mes prises de parole étaient un peu décontextualisées. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On revient au sujet. En territoire polonais, l'OTAN lance une vaste opération. Le nom de cette opération est très clair, Sentinelle de l'Est. Et très concrètement, cette situation donc ultra tendue, qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Thomas Misraki, Éric Josset. Jusqu'à ils ont donné un nom qui fait peur, Sentinelle de l'Est. À un moment donné, on arrive là-bas pour suivre, pour sécuriser la chose.
Et bonjour à tous les deux. Merci de vous être arrêtés sur le chemin parce qu'en fait vous avez passé quelques jours en Pologne et vous venez tout juste de passer la frontière ukrainienne. Sur le terrain, ça donne quoi, Thomas? Ça donne une Pologne très inquiète? Alors écoutez, une Pologne évidemment qui continue de s'inquiéter, mais avant de vous parler de la Pologne, un petit mot de ce qui se passe ici, puisque depuis quelques minutes, la région de Rivne dans laquelle nous nous trouvons et qui se situe à l'est de l'Ukraine est en alerte drone. 3 drones ont été repérés et ils se dirigent, devinez vers où? Vers la Pologne. Un de ces drones a été abattu il y a une quarantaine de minutes. Il y en a encore 2 dans le ciel actuellement. Mais vous le voyez, si ces drones viennent de Russie ou de Biélorussie, eh bien, il semblerait que les Russes se moquent des inquiétudes des Polonais qui continuent de clamer que l'intrusion qui a eu lieu il y a quelques jours dans leur espace aérien est une intrusion intentionnelle. Des Polonais très remontés ces derniers jours, il faut bien le dire. La Russie a simplement demandé des preuves, puisque du côté de la Russie, ils ont fait comprendre que ce ne sont pas eux, qu'ils n'ont pas fait ce genre d'opération. Ils ont expliqué avoir abattu les drones. Dans ce cas, à partir des carcasses des drones, on peut connaître la provenance du drone en question. Par contre, on se rappelle aussi qu'il y avait 2 théories. La première théorie, c'est que ce soit le bloc occidental lui-même qui a monté tout ça, toute cette mascarade. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de preuves à présenter à qui que ce soit. Le deuxième élément, c'est que ce soit l'Ukraine qui soit en train de le faire. Et ça revient à la même chose. On demande... Les Européens eux-mêmes demandent à l'Ukraine de le faire pour pouvoir faire des vastes opérations sentinelles et j'en passe là. Sentinelles de l'Est, attention. Bizarrement, ces drones ne sont repérés que quand c'est dans le territoire ukrainien. Avant ça, on ne sait pas. Est-ce qu'un drone est capable de traverser tout un territoire, vu qu'il a dit que c'était dans l'Est de l'Ukraine? Est-ce qu'un drone est capable de traverser toute l'Ukraine jusqu'à là attaquer la Pologne? Et même en touchant la Pologne, là, ça va toucher où? Au niveau de la frontière, à l'intérieur, la première ville? On ne sait pas. Il parle de 3 drones aperçus, donc avec les yeux, pas localisés, pas détectés. 3 drones aperçus dans l'est de l'Ukraine. 1 abattu. Ces drones se dirigeaient vers la Pologne. Comment ils savent? Entre l'est de l'Ukraine et la Pologne, on est quand même d'accord que c'est plusieurs centaines de kilomètres. Comment est-ce qu'ils savent que c'est vers là-bas que ça se dirige? Donc ça veut dire que si je prends une arme, je pointe dans une direction, ils savaient que cette direction ce soit les États-Unis. Ça veut dire que je vais attaquer les États-Unis d'une balle. Les drones là ne comptaient pas s'arrêter quelque part. Je parle du principe là même qu'il y avait des drones. Parce que jusqu'à présent, tout ce qu'ils racontent peuvent être sujets au doute. Il dénonce ces Polonais des intrusions qui mettent en danger l'ensemble de la région, qui rapprochent cette région d'un conflit ouvert et ils s'en plaignent. Ils demandent aux Russes d'arrêter leur provocation. Ils demandent aux Russes aussi d'arrêter leur agression contre l'Ukraine. D'ailleurs, ces Polonais, ils ont décidé d'envoyer une délégation ici même en Ukraine. Ce sera jeudi à Kiev pour mettre en place une défense aérienne plus efficace et coordonner leur défense aérienne avec l'Ukraine. Ils demandent donc aux Russes d'arrêter de bombarder ce pays. Hier soir, les Russes ont continué. Vous m'étonnez. Non, s'il vous plaît, arrêtez de bombarder le temps qu'on finisse de s'installer. En tout cas, voilà l'objectif des pays occidentaux qui est en train de se concrétiser. Leur objectif, c'est tout simplement réarmer l'Ukraine. Installer des militaires très proches de l'Ukraine pour pouvoir ravitailler l'Ukraine en hommes constamment. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et pour ce faire, ils demandent à la Russie, s'il vous plaît, vraiment, on est en train de vouloir rajouter des ennemis que vous devez abattre, rajouter des cibles à éliminer. Est-ce que vous pouvez, le temps vraiment d'un après-midi comme ça, en fonction de votre programme, arrêter de tirer sur l'Ukraine? La Russie a répondu avec des tirs sur l'Ukraine. Et c'est très bien. Parce que ces gars, en fait, prennent tout le temps les autres pour des idiots. De bombarder l'Ukraine, un missile, 164 drones ont été tirés vers l'Ukraine. 84% d'entre eux ont été détruits. 164 drones ont été envoyés en Ukraine. Leur manière de traiter l'information me dépasse. C'est pour ça que je ris en fait. Ils donnent bien les chiffres des drones qui ont été envoyés. Quant aux drones détruits, ils donnent ça en pourcentage. À vous de faire le calcul. Une fois de plus, ce qu'ils racontent, ce n'est pas la vérité. Thomas Misraki, merci beaucoup Thomas avec Éric Josset. Si vous le pouvez, uniquement si vous le pouvez, je vous nous redonner des nouvelles dans une heure, savoir si ces autres drones ont été abattus ou pas, ou s'ils ont aussi verrouillé survolé le ciel polonais. On verra ça ensemble, mais priorité évidemment à votre sécurité, à votre arrivée ce soir à destination. Justement, cette opération Sentinelle de l'Est, donc lancée par l'OTAN, c'est Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui nous en a dit plus. Écoutez ces dernières heures.
Le général Grinkiewicz et moi-même sommes ici pour annoncer que l'OTAN lance l'opération Sentinelle de l'Est afin de renforcer encore davantage notre positionnement le long de notre flanc Est. Cette activité militaire débutera dans les prochains jours et mobilisera divers moyens provenant d'alliés tels que le Danemark, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et d'autres pays. Outre des capacités militaires plus traditionnelles, cette initiative comprendra également des éléments destinés à relever les défis particuliers liés à l'utilisation de drones. Il y a même un truc que j'aimerais, c'est qu'on nous fasse réellement la trajectoire des drones là. Que ce soit les premières accusations comme les accusations des 3 drones qu'ils ont encore miraculeusement trouvés ici. La dernière fois, ils faisaient comprendre que les drones partaient de la Russie, traversaient l'intégralité de l'Ukraine, retournaient en Biélorussie. Peut-être même pour continuer à aller encore se déposer en Russie, on n'en sait rien. Bon, admettons que ça s'arrête même en Biélorussie. J'ai une manière de dire, bon, tenez, c'est pour vous, cadeau, on est des frères, on essaie de vous équiper. Est-ce que ce serait possible techniquement? J'aimerais bien qu'ils nous retracent un peu le trajet des drones. C'est important même pour nous, pour pouvoir comprendre ce qu'ils sont en train de raconter et à quel point ce qu'ils nous racontent sont des bêtises. Parce que si on doit refaire le scénario proposé par l'OTAN, c'est, selon l'OTAN, des drones russes qui traversent intégralement l'Ukraine, entre en Pologne, sans rien détruire. Puis, ça fait demi-tour et ça va en Biélorussie. Ça suppose plusieurs choses. Ces drones ont une longue autonomie, ça va sur de longues distances, c'est extrêmement furtif et ça a une navigation parfaite. Parfaite, impeccable. Je mets une petite parenthèse pour dire que bizarrement, les drones là n'ont rien détruit. Mais eux, ils sont déjà en train d'engager les armées comme si c'était la fin du monde. Ok. Deuxième point, c'est les réalités techniques des drones russes. Les drones militaires russes les plus utilisés, type Orlan 10 ou alors Forpost, ou encore les drones kamikazes copiés du modèle iranien là, ont généralement une portée très limitée. Les Orlan 10 par exemple, c'est 120 km. Les Forpost, c'est 250 km. Les drones kamikazes, c'est 100 km par mission. C'est tout. Pour pouvoir traverser l'Ukraine de l'Est à l'Ouest, il faudrait des drones capables de voler sur plus de 1000 km aller et retour, tout en restant indétectables et précis, ce qui dépasse de loin les capacités russes actuellement déployées. Ça dépasse d'ailleurs de loin les capacités de n'importe quel pays. Mais vous réalisez même ce que c'est, traverser tout un pays, revenir en étant parfaitement autonome. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que la Russie fait ça pour rien. Ils n'ont pas une cible à frapper. Ils le font juste comme ça pour déclencher la guerre ou je ne sais pas, pour bouder l'OTAN ou je ne sais pas. Bref, même si la Russie le fait, même s'il y avait des armes pour pouvoir faire ça, d'autant plus que c'est rare, ils ne vont pas l'utiliser n'importe comment. Ils ne vont pas l'utiliser pour une menace ou pour un message à passer. Quitte à faire ça, autant mieux ils utilisent soit des missiles Oreshnik ou d'autres équivalents, frapper sérieusement une cible et vous dire commençons donc la guerre. Le massacre doit commencer ici. Ils ne vont pas faire une petite incursion, entrer, sortir et puis c'est tout. Non, ce serait débile. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de la guerre, les uns pensent que les autres sont en train de jouer, de s'amuser ou que c'est une plaisanterie. C'est pas une plaisanterie, hein. S'il fallait vraiment qu'il y ait un message fort de la Russie pour leur faire comprendre qu'ils sont prêts à la guerre contre l'OTAN, ça n'allait pas être des drones, ça allait être des missiles. Parce qu'il y a même un autre problème qui intervient quand il parle des drones qui font tous les longs chemins là. Pour qu'un drone traverse un territoire hostile aussi longtemps, il faudrait de un que ce drone échappe à tous les radars ukrainiens et polonais, ce qui est très improbable sans escorte électronique massive. Et tu ne vas pas faire une escorte électronique massive pour un truc qui entre dans un territoire et ressort. Le drone doit avoir suffisamment de carburant pour le trajet complet, l'aller et le retour. Et même les drones longue portée ont besoin de ravitaillement ou alors d'atterrissage intermédiaire. Donc ils atterrissent, ils redémarrent ou on les ravitaille dans les airs. Et aussi un troisième problème, c'est que pour qu'un drone réussisse à faire ce qu'ils sont en train d'accorder comme exploit à la Russie là, il faudrait que le drone traverse plusieurs centaines de kilomètres sans rien toucher. Rien, aucune cible. Vous imaginez le niveau de difficulté. Comprenez donc que dans la pratique, c'est impossible. Du moins impossible avec les technologies contemporaines, les technologies d'aujourd'hui. Même pour les drones les plus opérationnels de la Terre, c'est pas possible actuellement. Ce qui implique, et on revient à ce que je disais, soit l'OTAN exagère la menace pour justifier les consultations de crise, et ce qu'ils sont en train de faire là, leurs affaires de sentinelle de l'Est, qui n'est qu'une nouvelle armée qu'on est en train de déployer contre la Russie, soit c'est une mise en scène politique pour créer un climat de peur dans l'Europe de l'Est, parce qu'ils sont toujours traumatisés par leurs différentes guerres. Accélérer les livraisons d'armes à l'Ukraine ou alors renvoyer l'image d'une Russie capable d'attaquer directement l'OTAN et à tout moment. Voilà. Parce que absolument aucun des scénarios que ces gars présentent n'est crédible. Aucun.
De Marc Routeux et la preuve, les renforts ont été déployés quasi instantanément. Il y a une image qui nous est arrivée tout à l'heure. Vous voyez, ça c'est pas des gens qui étaient déjà prêts. Donc à peine on leur parle de l'article 4, tac, voilà déjà les soldats qui ont été déployés. Jusqu'à dire presque instantanément. Ça veut dire que c'était des gars qui étaient déjà prêts. Il fallait juste qu'on trouve l'excuse et boum, ils lancent, c'est tout. L'image d'un A400M, ces très gros avions de transport qui sont arrivés à Minsk. Alors Minsk en Pologne, attention, qui a atterri à Minsk pour livrer, Miral Koldéfi, les munitions qui serviront à armer, enfin les armes qui serviront à armer les Rafales que les Français ont envoyées là-bas. Exactement. Je voudrais juste faire un petit rappel en arrière. Pendant la guerre froide, on a vécu 45 ans d'affrontements. D'affrontements, j'allais dire, directs, dans des conditions qui étaient largement supérieures à celles qu'on rencontre actuellement. C'était plus crispé, oui. Oui, bien sûr, beaucoup plus. Oui. Et dans tous les domaines. Les sous-marins soviétiques, vous pensez qu'une année, 100 chalutiers ont débarqué à Brest, des faux malades, avec à la place de la canne à pêche des antennes. Voilà, c'était ça, avec des volumes considérables. Mais la différence, c'est que c'était contrôlé d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire de blocs, et qu'on n'est jamais allé à la catastrophe, et même si certains officiers ont dû parfois éteindre la catastrophe. Ce qui est nouveau maintenant, et le vocabulaire du secrétaire général de l'OTAN est intéressant, c'est que si pendant cette période, et ça continue, les deux parties faisaient de grands exercices de défense du côté de l'OTAN, de pseudo-défense du côté soviétique, là, de pseudo-défense du côté soviétique, mais vous n'avez jamais pu les arrêter. Hein? Des pseudo-défenses du côté soviétique. Parce qu'ils ont tout le temps besoin de montrer que eux, c'était bien. De l'autre côté, c'est ça qui était mal. De défense du côté de l'OTAN et de pseudo-défense du côté soviétique. C'était de pseudo-défense. Pourquoi vous ne les avez donc pas attaqués? Il parle d'une opération, ce qui est très différent. Quand on fait des exercices, on prévient 6 mois à l'avance, on dit qu'on déploiera des observateurs, et ça a marché pendant des années et des années. Ça ne marche plus maintenant, parce que l'agression de Poutine a fait que, voilà, on est dans un très grand désordre, et que maintenant, l'OTAN réagit par une opération. En même temps, c'est maintenant que je remarque son nom et son statut. Ancien inspecteur général des armées. Et effectivement, au vu de sa tête, je peux supposer son âge. Et au vu de cet âge supposé, oui, il a vécu la guerre froide. Donc, il a forcément été endoctriné, volontairement ou involontairement, dans la propagande de l'OTAN. Ce n'est qu'humain. La guerre froide, c'est de 1947 à 1991. L'OTAN n'était pas qu'une alliance militaire, comprenez ça très bien. C'est pour ça que j'ai parlé d'endoctrinement. C'était aussi un projet idéologique, c'est-à-dire défendre leur monde occidental contre le communisme soviétique globalement. Donc, forcément, tous les officiers militaires, dont lui aussi, étaient plongés dans un système éducatif, des exercices, des manuels de doctrine qui renforçaient leur vision. L'URSS était l'ennemi. Et toute action devait servir à protéger l'Occident. Et vous remarquerez ça même jusque dans les films de l'époque, les films américains, les documentaires, les livres, absolument tout. Dire que tu étais par exemple communiste dans les années 70-80, mais c'était grave. Et cette hystérie est restée chez une personne comme lui qui a passé des décennies dans ça. Vous pensez que ça peut sortir de sa tête? Non, ça fait partie intégrante de son monde. Donc pour lui critiquer la Russie qui est une réminiscence, on va dire ça comme ça, de l'URSS, ce n'est que naturel. Le mot qu'il a dit pour lui, ça passe crème. Parce que ce n'était que comme ça qu'on les a appris à voir la Russie ou à voir le monde soviétique. Donc les médias, l'école militaire, les exercices conjoints et la propagande construisaient chez eux, lui et ses collègues, une perception binaire du monde. C'était eux contre les soviétiques, c'était la démocratie contre la tyrannie. C'est pour ça qu'il ne peut pas s'empêcher de vouloir rabaisser la Russie en fait. Les généraux et les officiers de l'OTAN suivent une progression de carrière entièrement alignée sur cette logique. C'est-à-dire promotion basée sur la loyauté. Tu ne montes pas en grade si on ne sait pas si tu as complètement intégré et absorbé leur idéologie. Il y a la compréhension des doctrines et la capacité maintenant à penser comme l'OTAN. Même les décisions tactiques étaient évaluées sur cette idéologie. Un ancien général, donc un type qui a passé des décennies à intégrer des réflexes, des jugements, des biais qui favorisent systématiquement la vision occidentale, ce n'est que normal. Voici un amiral Alain Koldéfi. Les grands titres. Une fois que tu as été intégré dans un système aussi lourd, c'est très difficile de redevenir neutre. Parce que les réflexes vécus sont interprétés à travers ce cadre idéologique. Les alliances ou encore les amitiés avec d'autres nations, d'autres officiers de l'OTAN créent un bien relationnel et émotionnel.
tous ses amis, vous verrez qu'ils pensent de la même manière. Et aussi, ça crée une distance avec le temps. Le cerveau a normalisé sa vision du monde. Donc aujourd'hui, ça va. C'est un peu comme si vous avez grandi dans une école religieuse très stricte. Même en tant qu'adulte, les réflexes mentaux et moraux vont rester fortement influencer votre psychologie parce que c'est dans ça que vous avez été éduqué. Ça reste. L'éducation reste. C'est pas pour rien qu'on demande d'éduquer les enfants depuis qu'ils sont tout petits. C'est parce que ça reste. Être propre, savoir se nettoyer, manger correctement, être poli, c'est dans l'enfance. C'est parce que ça reste. Donc, en tant qu'individu mal éduqué dans le bloc occidental, forcément, quand vous allez l'entendre parler de la Russie ou de la Chine, ce ne sera jamais partant sur une page neutre. Ces analyses seront toujours influencées par la perception héritée de la guerre froide. Donc, méfiance systématique, vision binaire des alliés et ennemis, qui est allié et qui est ennemi, c'est ça en fait, et il va surestimer la menace qui vient vers l'Est. Maintenant, en expliquant ça, je réalise quand même quelque chose. La plupart des personnes qui occupent aujourd'hui les hauts postes au sein de l'OTAN sont des personnes qui ont vécu et qui ont baigné intégralement dans la propagande de l'OTAN de la guerre froide. Réalisez-le. Même du côté de la Russie, les grands dirigeants sont des personnes qui étaient peut-être des officiers ou beaucoup moins gradés à l'époque, mais qui ont vécu cette période-là. Donc la Russie sait aujourd'hui comment se défendre et ne plus tomber dans les mêmes pièges qu'avant. Sauf que l'OTAN de son côté n'a pas appris. C'est pour ça qu'il répète exactement les mêmes stratégies. Intégrez ça. Parce qu'aujourd'hui, les anciens officiers sont maintenant des généraux, les commandeurs. Et en tant que commandeurs, ils vont faire les mêmes choses que leurs supérieurs avaient fait à l'époque. Sauf que cette fois-ci, en face, il y a un ennemi beaucoup plus préparé. En tout cas, l'histoire nous dira comment cette affaire s'est terminée. Défensive, sentinelle, mais une opération. Alors, on va faire le détail de cette opération avec Brandon Warrett qui nous a préparé justement tout ce qu'il faut pour qu'on comprenne bien. Juste un petit message pour vous tous qui nous regardez de la part de Thomas Misraki, qui nous écoute, je pense encore, qui me dit, corrige à l'antenne, j'ai dit qu'on était à l'est de l'Ukraine, on est évidemment à l'ouest. On avait compris parce que vous venez de passer tous les deux la frontière polonaise, donc ils sont bien dans l'ouest de l'Ukraine, dans la région de Rivne. Voilà. Ah, ok. Là, en se corrigeant, c'est plus logique, mais ça ne change absolument rien à l'analyse que j'ai faite. Parce que s'il faut toujours que des drones quittent de la Russie pour la Pologne, c'est trop. Et quand il parle de la Biélorussie, ça rajoute encore une complication plus grave. C'est-à-dire, des drones russes vont quitter la Biélorussie, arriver en Ukraine, arriver en Pologne, à retourner en Biélorussie et faire tout ce trajet sans rien détruire. Le scénario est encore plus catastrophique. Voilà, c'est fait. Merci en tout cas à tous les deux et soyez prudents. Brandon, donc, qu'y a-t-il dans cette opération? En quoi elle consiste, cette opération Sentinelle de l'Est ou Sentinelle orientale? Bonjour Bénédicte. Eh bien, déjà, regardons ce que l'on sait sur cette opération. Effectivement, Sentinelle orientale, on comprend donc à l'Est. À l'Est de quoi? Donc des pays membres de l'OTAN, on les voit ici en bleu. Et puis, regardez en orange, ça concernerait donc 10 pays, donc de la Norvège, des pays baltes, la Pologne, Roumanie, jusqu'à la Turquie. C'est donc le flanc ouest. Cette opération qui devrait voir le jour dans les prochains jours avec... Mais, c'est-à-dire, ces gars ont encerclé la Russie, vous voyez, non? Oui. Regardez comment la Russie a encerclé. Vous-même, vous n'aurez pas peur? Non. Avec comme mission principale, c'est naturel, notamment assurer la protection et la renforcer face à une nouvelle menace russe. Et écoutez justement les précisions du commandant suprême de l'OTAN, des forces de l'OTAN en Europe, le général Grynkewicz. L'opération Sentinelle orientale sera flexible et agile, offrant une dissuasion et une défense encore plus ciblées au moment et à l'endroit précis où cela est nécessaire. Elle comprendra des capacités supplémentaires améliorées. Avant tout, elle renforcera encore davantage notre posture pour protéger et défendre l'Alliance. Alors se pose une question, Bénédicte. Quels moyens pourraient être déployés concernant cette opération Sentinelle de l'Est? Eh bien, des moyens terrestres et des moyens aériens qui seront fournis par plusieurs pays, notamment la France, l'Allemagne, le Danemark et le Royaume-Uni. Et puis, on partagerait ces informations avec l'ensemble des États membres de l'OTAN. Alors, quel aussi équipement serait donc déployé dans cette opération? On sait pour l'instant, selon les déclarations donc, de Marc Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qu'on pourrait avoir notamment des F-16, 2 F-16 américains donc, et puis notamment une frégate anti-aérienne qui est danoise, avec un moyen déployé du côté de la France avec les Rafales au nombre de 3 et puis notamment avec des Eurofighter 4 du côté donc de l'Allemagne. Ça fait 9 avions et un bateau.
des Eurofighter, 4 du côté donc de l'Allemagne. Et puis l'objectif, ce sont toujours les déclarations de Mark Rutte, ce déploiement qui serait constamment modifié et ajusté. 9 avions et un bateau pour couvrir les 10 pays qu'on voit là. Si ce n'est pas simplement un moyen d'armée d'Ukraine, c'est quoi? 9 avions et un bateau. C'est quoi? Un avion par pays et puis le dernier pays qui n'a pas eu d'avion aura droit au bateau. 9 avions et un bateau. Mon ami, on sait tous que c'est juste un moyen d'armée d'Ukraine. Justement, avec 2 missions principales, notamment pour prendre au dépourvu l'adversaire et répondre aux menaces dès qu'elles apparaissent. Alors, il y a plusieurs questions qui restent encore aujourd'hui sans réponse, notamment celle-ci. Combien de temps pourrait durer cette opération? Eh bien, l'information n'a pas été révélée. Et puis, réalisez que absolument tout ce qu'ils sont en train de raconter ici, tout ce qu'ils sont en train de construire ici, toutes les dépenses qu'ils sont en train de mener, c'est sur la base de drones dont ils n'ont jamais pu prouver la provenance, qu'ils sont entrés et ressortis sans absolument faire aucun dégât. Puis comment cette opération, dans quelles circonstances cette opération pourrait être déployée? On est en plein dedans, Michel Derzhansky. Merci beaucoup, Brandon. Avec ce que nous disait Thomas il y a un instant, c'est-à-dire 3 drones qui ont été tirés. Alors on ne sait pas si c'est de Russie ou de Biélorussie en direction de la Pologne. La défense antiaérienne ukrainienne en a descendu un. Il en reste 2 qui sont encore en route. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait peut-être prendre en considération, c'est que contrairement à la situation qu'a décrit le général, on n'est plus dans une confrontation Est-Ouest qui était maîtrisée et où chacun des camps savait où était la ligne rouge et était en capacité de dire là, on arrive à la dernière minute, il faut se ressaisir. C'est ce qui s'est passé avec la baie des Cochons entre les États-Unis et Cuba. Je demande la vie du type s'y est parti, mais reprend vie quand même, non, le vieux. Oh! Lorsque l'URSS a déployé des missiles face aux États-Unis. Là, moi, j'ai l'impression que si on suit la façon dont Vladimir Poutine met en place son récit depuis le début, il est en train, en fin de compte, de faire quelque chose qui est l'autoréalisation. C'est-à-dire qu'il est en train d'expliciter aux Russes que, vous voyez, l'OTAN est bien en train de nous agresser, ils redéveloppent leurs armes vis-à-vis de notre frontière, il y a bien une avancée de l'OTAN vis-à-vis de nous. Il ne va pas dire, bien sûr, que là, ces drones, ils sont partis tout seuls, ils sont allés se promener. Les drones que vous n'avez pas pu prouver que c'est là. Donc oui, Vladimir Poutine a tout à fait raison de dire, voilà encore une preuve de plus, puisqu'ils n'ont pas pu démontrer la provenance des drones, que l'OTAN est en train de se réarmer aux frontières de la Russie pour attaquer la Russie. Ce n'est pas Vladimir Poutine qui est parano dans l'affaire, c'est vous. Vladimir Poutine se contente de constater les faits. Et c'est vous qui faites des prédictions autoréalisatrices, c'est-à-dire, vous êtes tellement en train d'expliquer que la Russie va vous attaquer, que vous attaquez la Russie de manière indirecte ou directe. Donc la Russie, pour se défendre, sera obligée de vous attaquer. Et là, vous allez commencer à crier « Ah ah, on avait la preuve que la Russie voulait nous attaquer ». C'est vous qui faites ça, ce n'est pas la Russie. La Russie se contente d'observer. Donc pour des questions de drones qui sont entrés et ressortis sans rien détruire, et dont vous n'avez pas pu prouver la provenance, vous décidez de lancer des opérations militaires sur les pays de l'OTAN de l'Est, pays à forte proximité avec la Russie, que vous êtes en train de réarmer et de fortement militariser. Et dans toute cette affaire, vous dites que ce sont les Russes qui sont paranoïaques. Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Une personne pose la question, comment pendant 3 ans, plus de 30 pays n'arrivent pas à arrêter la Russie seule? La réponse est parce qu'ils ne sont pas capables d'arrêter la Russie. Mais vous voyez qu'ils continuent d'accélérer et monter et justifier la guerre par tous les moyens nécessaires. Ils sont en train de le faire. Non, mais je parle du discours russe et de la façon de dire depuis le début que c'est l'Ouest qui les agresse, que c'est l'OTAN qui a été trop près, etc. Et que là, ce que font les Russes en agression systématique, volontaire, réitérée, d'envoyer des drones vers la Pologne, ils savaient pertinemment. Donc, c'est uniquement dessus un élément qu'ils n'ont pas pu prouver qu'il a parlé d'agression systématique réitérée. Là où de l'autre côté, on a l'OTAN qui couvre des pays entiers avec les armes et les militaires. Que l'OTAN allait réagir de façon défensive, mais réagir. Mais que ça vient corroborer à la Russie son propre discours. Et c'est pour ça que je parle d'autoréalisation et que je pense que c'est dangereux, parce que je pense que là, Vladimir Poutine est parti dans une dynamique où il ne peut plus s'arrêter. C'est ça que je trouve inquiétant. C'est-à-dire que, autant tout à l'heure, le général a bien souligné qu'il y avait des freins. Donc ce n'est absolument pas l'OTAN qui est parti dans une dynamique qu'ils ne peuvent plus arrêter parce qu'ils savent qu'arrêter maintenant va signer la fin de l'OTAN.
en tant que bloc, la fin de l'hégémonie occidentale en tant que pensée civilisatrice et surtout le début de quelque chose de nouveau, beaucoup plus intéressant pour les peuples. En fait, c'est comme ça, hein, l'inversion accusatoire. Accuser les autres de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Là, on se rend compte qu'il veut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il va provoquer jusqu'à ce que la provocation devienne une réalité. C'est ça que je suis en train de dire. Ils viennent tout simplement de nous avouer quelle était leur stratégie. Voilà donc, maintenant, on est tous au courant. C'est ça ce qui est le plus redoutable. Sachant qu'il y a eu cette phrase de Donald Trump il y a quelques heures... Oui. Je voudrais qu'on le réécoute parce que c'est un extrait. Oui, c'est un extrait sonore. On va réécouter Donald Trump au sujet de cette incursion de drone donc dans le ciel polonais. Écoutez. C'est peut-être une erreur. C'est sûrement une erreur. Indépendamment de tout ça, je ne suis pas du tout content par rapport à toute cette situation. Mais heureusement, tout ça va finir. C'est une erreur, c'est certainement une erreur. Alors évidemment, tout le monde a bondi, j'imagine vous les premiers en Ukraine, notamment Nathalie. Je vous donne la parole dans une seconde. Regardez simplement aujourd'hui, alors pour le coup il y a quelques heures, parce que cet extrait c'était il y a 2 jours, pour le coup il y a quelques heures, Donald Trump a envoyé une lettre à ses partenaires de l'OTAN. Voilà ce qu'il dit. Je suis prêt à imposer des sanctions majeures à la Russie lorsque tous les pays de l'OTAN auront accepté et commencé à faire de même, et lorsque tous les pays de l'OTAN cesseront, il l'écrit en gros, d'acheter du pétrole russe. L'achat de pétrole russe par certains a été choquant. Je suis prêt à partir quand vous le serez. Dites-moi juste quand. Ça n'est pas la guerre de Trump. Elle n'aurait jamais commencé si j'avais été président. C'est la guerre de Biden et Zelensky. Ouf! Cette vassalisation de l'Europe est terrible. Et là, maintenant, je comprends certains commentaires. Il y avait un qui disait, c'est plutôt à l'Europe de prendre les sanctions contre les États-Unis qui prennent l'Europe pour un paillasson. Mais oui, vous avez d'autres choix. Ou un autre qui dit, c'est nous qui sommes victimes des sanctions. Ce n'est pas la Russie. Si vous n'achetez plus le pétrole en Russie, vous allez acheter aux États-Unis, alors c'est toujours les États-Unis qui gagnent. Et l'Union européenne sera toujours grand perdant. Les populations de l'Union européenne vont se soulever contre le coût de la vie devenu cher. Et vous allez faire quoi? La même chose qu'au Népal. Là maintenant, je comprends. Non, ça c'est un mépris terrible. Et attendez, vous voulez que la guerre s'arrête? Arrêtez d'acheter du pétrole russe. Sanctionnez la Russie, la Chine et j'en passe. Augmentez leurs droits de douane. Voilà. Après ça, moi, je vous suivrai. Il sait très pertinemment que l'Europe ne peut pas le faire. C'est une manière très polie, très courtoise, mais très sèche et sévère de leur dire non, allez vous faire. Voilà. Alors en brousse avec ça, littéralement. Mais ça, c'est juste la manière diplomatique. Que non, moi, je suis prêt à vous suivre à tout moment, dès que vous êtes dispo. Et je vous suis quand vous aurez sanctionné la Russie et la Chine et que vous aurez augmenté leurs droits de douane. Parce que ce n'est pas simplement moi qui vais payer les coûts de tout ça. Vous aussi, vous devez payer le coût, vu que vous me demandez de le faire. Donc faites-le aussi, je vois. Vous comprenez le truc. Déjà faites. Vous me demandez de sanctionner la Russie et ses amis. Donc faites. Commencez par le faire. Dès que vous l'aurez fait, je vous suis. Parce que quand il y aura le contre-coup sur votre économie, vous allez bien réfléchir avant. Moi, j'ai déjà amorti combien d'argent. Donc, à vous de faire. Laissez-moi tranquille. Il sait très pertinemment qu'en le disant, ils ne vont jamais le faire. Jamais. Voilà ce que nous dit Donald Trump aujourd'hui. Oui, la guerre de Biden et de Zelensky, c'est quand même assez risible quand on sait que c'est la Russie qui a attaqué. Encore une fois... Je pensais même qu'elle allait dire quelque chose d'intelligent une fois. Qu'elle allait dire quand on sait que ce sont les États-Unis qui ont activement participé au coup d'État du Maïdan et à la mise au pouvoir de Zelensky, puis au financement et à la poursuite de toute cette guerre. Je pensais que c'est ce qu'elle allait dire. Et je me suis cru. Je suis parfois naïf. J'ai des espoirs qui sortent de nulle part. Vraiment navré. La Russie n'aurait pas attaqué, il n'y aurait pas eu de guerre. Si la Russie rentre chez elle, la paix serait... Après, il reprend un argument qui est pris aussi par Zelensky, par le président ukrainien, de dire arrêtez d'acheter du pétrole à la Russie, comme un certain nombre de pays le font encore. Alors, beaucoup baissé leurs importations. Oui, mais c'est encore un moyen peut-être de vendre le sien aussi, de pétrole. C'est assez risible, moi qui travaille dans le pétrole et le gaz en plus. Oui, c'est... Est-ce que tu peux utiliser des mots au lieu des onomatopées? Merci. C'est mieux de prendre le temps de prendre une pause et de bien construire les réponses dans ta tête. J'ai du mal à imaginer si vraiment Trump comprend ce qui se passe. Comprend que c'est la Russie qui avance vers l'OTAN, que c'est pas nous qui l'avons agressé. L'OTAN a essayé d'intégrer la Russie. Non, Donald Trump comprend parfaitement ce qui se passe. D'accord? Arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Tu penses que tu as quelle leçon à donner à Donald Trump sur la compréhension actuelle de la géopolitique? 2 minutes de sérieux. C'est parce qu'il sait que c'est l'OTAN l'agresseur.
avec des comités Russie-OTAN depuis 97. Je veux dire, encore une fois, on n'a rien contre la Russie. C'est pas nous qui avons attaqué la Russie. C'est pas nous qui avançons vers la Russie. Même elle, je suis sûr que quand elle parle, elle n'y croit pas. C'est le contraire. C'est la Russie qui attaque, qui a commencé par la Tchétchénie. Mais elle veut faire tout pour se convaincre par contre. Qui a embrayé par la Géorgie, puis maintenant la Crimée, l'Ukraine, et visiblement, elle ne veut pas s'arrêter. Moi, je vais plutôt citer les pays où l'OTAN est allée après la chute de l'URSS, alors que l'OTAN avait promis de ne pas s'étendre à l'Europe de l'Est. D'accord ? Il y a d'abord la République tchèque en 1999, la Hongrie en 1999 aussi, la Pologne en 1999. Ça, c'est la vague d'expansion post-guerre froide immédiate, ce qui symbolisait le déplacement de l'OTAN vers l'Est d'abord. Et là, quand on parle d'une invasion de l'OTAN, ça veut dire que l'OTAN contrôle ces pays. L'OTAN a des bases militaires, des armes et des soldats là-bas. Voilà. Puis dans les années 2000, il y a eu la Bulgarie 2004, l'Estonie 2004, la Lituanie 2004, la Lettonie 2004 aussi, la Roumanie 2004, la Slovaquie 2004, la Slovénie 2004. 2004 a été la best année ever visiblement de l'OTAN. Comme vous avez entendu, c'est la vague la plus massive, concentrée sur les États baltes, anciennement sous influence soviétique directe, ce qui a provoqué des très fortes tensions avec la Russie. Là, c'est qui a envahi qui? Et ce n'est pas terminé. L'Albanie en 2009, la Croatie en 2009, le Monténégro en 2017 et la Macédoine du Nord en 2020. Ça veut dire que jusqu'à présent, l'OTAN continue de s'étendre. La raison pour laquelle l'opération militaire russe se déclare, ce qui crée la guerre en Ukraine, c'est parce qu'ils sont aussi sur le point d'intégrer l'Ukraine. Et c'est là où la Russie a dit non. Qui envahit qui dans ce que je viens de raconter là? Parce qu'elle ne précise rien. Elle ne fait pas comprendre qui a démarré les hostilités. On parle au total, après 1991, l'OTAN a intégré 14 pays supplémentaires, principalement situés en Europe de l'Est et dans les États baltes. Ils ont encerclé de toutes parts la Russie. Mais c'est eux qui viennent se victimiser. Parce que dans leur esprit, ils doivent constamment être dans la position de la puissance qui se défend. Ils attaquent toujours. Mais ils me présentent dans les médias comme si c'était eux qui se défendaient. Comment ils peuvent dire que c'est eux qui se défendent quand ils ont phagocyté 14 pays autour de la Russie? Ça a un sens. Et je répète, dans ces 14 pays, on parle de sécurité. Mais les 14 pays, en réalité, sont des ennemis de la Russie. Les 14 pays ont des gouvernements pro-occidentaux. Les 14 pays ont des bases militaires, des missiles, des armes braquées contre la Russie. Et elle a dit que c'est la Russie qui attaque. C'est la Russie qui est impérialiste. Là où on a l'OTAN qui a phagocyté depuis 1991 14 pays. C'est-à-dire, ils voient le monde avec des lunettes qui floutent la réalité. Je ne vois que ça comme explication. Donc il va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose. Dans le fond, il n'a pas tort, Trump. C'est la Russie qui a dit ça en fait. Bon les gars, il va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose. Depuis, on ne veut pas faire la guerre, mais vraiment, là, on n'a plus d'autre choix. Il faut qu'on réagisse. Alors, Amiral, il faut qu'on fasse le tri là-dedans, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. On a, effectivement, moi j'entends ce que dit Michel, quand il dit tout à l'heure, bah oui, mais justement, ça nourrit, la réaction de l'OTAN nourrit forcément l'histoire qui est racontée aux Russes depuis le début de cette guerre. En même temps, on a un Donald Trump qui dit, moi je réagirai quand vous aurez arrêté d'acheter du pétrole aux Russes, et puis que vous achèterez le mien, entre nous soit dit. Bon, et puis on a l'OTAN qui ne peut pas faire autrement que de réagir. Bien évidemment, il ne faut pas rentrer comme vous disiez, dans la narratif russe d'attaque de l'OTAN contre la gentille Russie. C'est pas vrai du tout. Pourquoi est-ce que j'aurais envie d'écouter un gars endoctriné? Non, j'ai pas envie. Lui là, il n'aura aucune réflexion qui puisse sortir de son esprit. Les autres, parfois, je leur accorde le bénéfice du doute parce qu'ils sont encore jeunes. Lui, son cœur est fini. Il a fait trop de classes pour émettre même simplement une idée pertinente. Et comme il va faire la synthèse de l'information, il va se contenter de cracher toujours le narratif occidental. C'est pour ça qu'on s'arrête à ce niveau. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo React. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.